Bien, donc ce qu'on a prouvé, c'est que donc EAB est un sous-espace vectoriel de Kaplan. C'est donc bien un espace vectoriel. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est sa dimension. Alors, pour calculer sa dimension, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une des techniques que l'on a vues en cours, c'est trouver un isomorphisme entre EAB et un espace vectoriel de dimension 2. Donc, j'aimerais quelque chose qui a une suite récurrente linéaire double dans EAB, lui associer quelque chose qui me permette d'être un isomorphisme. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on résout des suites récurrentes linéaires doubles, on détermine deux constantes, A et B, donc, qui sont devant les suites géométriques. Et comment on les trouve? En fait, ces deux constantes sont déterminées uniquement par les deux premiers termes. Donc en fait, si on a cette idée-là, on se dit que tout doit se jouer sur les premiers termes. Donc c'est ce qu'on va faire pour définir cette application-là. C'est qu'on va définir une suite, l'application qui a une suite récurrente linéaire double, et bien associe seulement ces deux premiers termes. Si j'arrive à démontrer que cette suite-là est un isomorphisme, alors je serai, en disant le cours, que EAB est un espace vectoriel de dimension finie et de même dimension que K carré. Et K carré, je connais sa dimension, c'est 2. Donc il faut que je démontre que phi est linéaire et qu'elle est injective et qu'elle est surjective. Alors c'est parti. Donc je vais prendre deux éléments dans EAB. Donc UN dans EAB et VN, ce sont des suites dans EAB. Je vais prendre un lambda dans K. Et donc je vais poser WN égale lambda UN plus VN. Et donc je vais calculer phi de WN. Donc phi de la suite WN, c'est une suite. Alors déjà, bah du coup c'est égal à W0, W1. Oui, mais c'est qui W0? Eh bien je peux remplacer N par 0. Ça me donne lambda U0 plus V0. Et c'est qui V1? Eh bien c'est lambda U1 plus V1. Là j'ai oublié de dire que évidemment je vais le poser pour toute une norme. Et ça, si je garde les U0 avec les U1 et les V0 avec les V1 et que je factorise par lambda, c'est lambda U0 U1 plus le couple V0 V1. Donc ça c'est égal à lambda phi de la suite UN plus phi de la suite Vn. Et c'était qui? Donc, et ça c'est égal à qui? À phi de Wn, mais c'est qui phi de Wn? Et bien Wn, c'est lambda fois la suite Un plus la suite Vn. On additionne des suites terme à terme. Hop, non, c'est pas une bonne parenthèse. Et donc ça démontre que phi est linéaire. Bien. Maintenant, je vais étudier si elle est injective. Donc pour ça, je vais prendre une fonction f, je vais prendre une suite un qui est dans le noyau de phi, soit un une suite appartenant à cœur de phi. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que phi de cette suite-là est nul. Et c'est qui phi de cette suite-là? Et
bien, c'est U0, U1. Et ça, donc ça, c'est égal au couple 0, 0, parce que phi est dans le noyau. Parce que UN, pardon, est dans le noyau de phi. Ça prouve U0 vaut 0, et que U1, il vaut 0. Mais alors dans ce cas, UN, U2, c'est qui U2? Eh bien, U2, c'est A fois U1 plus BU0, puisque la suite elle est récurrente linéaire double. Donc c'est A fois U1 plus B fois U0. Et ça, c'est égal à quoi? Bah du coup, comme les deux sont nuls, c'est égal à 0. Si maintenant je calcule U3, eh bien U3, c'est AU2 plus BU1, et comme les deux sont nuls, eh bien ça vaut 0. Et donc si on faisait une suite, une récurrence, alors il faudrait faire une récurrence double. Si les deux termes d'avant sont nuls, alors le suivant est nul. Et donc en faisant par récurrence double, alors je ne vais pas la rédiger là, mais si vous voulez vous entraîner, allez-y. Du coup on en déduit que pour tout n appartenant à n, un égale à 0. Et donc ça prouve que le noyau de phi, eh bien il est inclus dans l'ensemble où il n'y a que la suite nulle. C'est la suite, c'est le vecteur nul de k puissance n. Bon, mais comme l'inclusion réciproque elle est toujours vraie, parce que car phi est un espace vectoriel, il contient toujours le vecteur nul, il y a donc une égalité, et donc ça prouve que phi est injectif. Bien. Donc maintenant, on va supposer qu'elle est surjective. Donc pour démontrer qu'elle est surjective, je vais me fixer un alpha bêta dans K2. Je prends un élément alpha bêta qui est dans l'ensemble d'arrivée de phi, et il faut que j'arrive à lui trouver un antécédent. C'est-à-dire quoi, le trouver un antécédent? C'est-à-dire trouver une suite UN, telle que phi de UN vaut le couple alpha bêta. Autrement dit, forcément, si la suite UN existe, forcément il faut que U0 vaille alpha, et il faut que U1 vaille bêta. Parce que, regardez, phi de UN, ça vaut U0, U1, et en même temps ici, je veux que ça vaille le couple alpha bêta. Donc si j'ai U0 qui vaut alpha et U1 qui vaut bêta, que doit alors U2? Eh bien U2, forcément il devra A fois U1, donc c'est-à-dire bêta, plus B fois alpha. Donc forcément U2 je le connais. U0 forcément je le pose alpha, U1 je le pose égal à bêta, de toute façon je n'ai pas le choix. Et qu'est-ce que je vais poser pour U3? Eh bien je vais poser pareil. U3, comme je veux une suite récurrente linéaire double, je vais l'appeler comme A fois U2 plus B fois U1. Et bah, du coup U2 je le connais, U1 je le connais, donc en posant je pose U3, etc., etc. Donc là encore une fois, si je faisais une récurrence, j'expliquerai comment passer de UN, si je connais UN, UN plus 1, je connaîtrai UN plus 2. Et donc ici, on construit par récurrence, ouais, je vais l'écrire en français, on construit par récurrence une suite UN appartenant à E à B, telle que U0 vaut alpha et U1 vaut bêta. C'est-à-dire exactement phi de UN phi du coup de la suite UN, eh bien c'est alpha bêta. U0 et U1, mais ici U0 et U1, j'ai fait en sorte qu'il vaille alpha bêta, on les pose. Et donc ça prouve que phi est surjective. Conclusion, phi elle est. J'ai démontré que phi elle était surjective. J'ai démontré qu'elle était injective.
Et j'ai démontré que phi était linéaire. C'est donc un isomorphisme. Et donc, forcément EAB, d'après le cours, est de dimension finie. Je connais même sa dimension. EAB, sa dimension, c'est égal à la dimension de K2. Et cette dimension, c'est 2. Et donc, ça conclut mon numéro 1. Je sais non seulement que EAB est dimension finie, mais en plus je connais sa dimension.